Chers amis abonnés d'Omerta, nous sommes aujourd'hui à Moscou pour une interview exclusive de Maria Boutina, députée à la Douma d'État russe. Et avant de démarrer cet entretien, je vous rappelle que vous êtes dans l'émission Zone Rouge et que l'émission Zone Rouge, elle est pour partie disponible sur cette chaîne YouTube et pour une partie dans son intégralité uniquement aux abonnés de l'application Omerta. Et pour vous abonner à cette application, il faut d'abord la télécharger gratuitement sur Apple Store, Google Play ou via notre site internet www.omertamedia.fr. Et sur cette application, vous retrouvez absolument l'intégralité de tous nos contenus, les reportages, les documentaires, les articles, les émissions spéciales comme l'émission Zone Rouge. Maria Boutina, bonjour. Vous êtes députée à la Douma d'État. Vous êtes originaire de la ville de Barnaoul et vous êtes députée de la région de Kirov. Et ma première question, elle est simple. Vous êtes connu du grand public, des journalistes, des médias, pour avoir été arrêté en 2018 par le FBI des États-Unis qui vous accusait d'espionnage. Alors, ma première question, elle est simple. Est-ce que vous avez été une espionne russe aux États-Unis? Сказать честно, вы были тогда шпионы в США? Bonjour. Non. Нет. Le président russe Vladimir Poutine a plaidé pour ma défense en disant que je n'ai jamais été ni espion, ni agent de renseignement et que je n'ai même jamais travaillé pour le gouvernement russe. Mais pour les Américains, ça n'avait aucune importance. Ils devaient trouver un bouc émissaire, une personne comme une sorcière qui devait être brûlée sur la place publique. Une personne sur qui mettre toutes les accusations. Et j'étais la personne idéale pour cela. J'avais alors de longs cheveux roux, j'étais accro au tir, une passion que j'ai toujours d'ailleurs. Désormais, je n'ai plus de longs cheveux roux, mais à l'époque, c'était pour cela que j'étais la cible parfaite. Et puis, j'ai beaucoup communiqué avec l'Association nationale de tir américaine de mon organisation russe, le droit aux armes. En conséquence, en Amérique, ils ont dit que, soi-disant, à travers moi, le président Poutine envoyait de l'argent au président Trump. Et finalement, ensuite, il s'est avéré qu'il n'y avait pas d'argent. Personne n'a rien envoyé, mais j'ai quand même été mise en prison. Donc en gros, on ne sait pas de quoi j'ai été accusée. Le jour où j'ai été arrêtée, c'était le 15 juillet 2018. C'était la première rencontre dans l'histoire entre le président Trump et le président Poutine. Alors vous dites que vous n'avez pas été espionne et que vous avez été emprisonnée à tort par les Américains, mais quelle était à ce moment-là la raison de votre arrestation? Est-ce que c'était pour un échange? Est-ce que c'était pour autre chose? Pour mettre une pression quelconque sur Vladimir Poutine? Pour provoquer le scandale, ils ont arrêté une fille russe, une étudiante passionnée de tir, qui avait vraiment beaucoup de photos avec des armes à feu, qui était allée aux événements de l'Association nationale de tir et qui était probablement politiquement proche des républicains. Certes, cela n'a pas fait de moi une criminelle, mais ce n'est pas important, car dans tous les médias américains, il a été publié que j'étais un espion russe. Ou plutôt, ils m'ont surnommé le Moineau Rouge. Le nom du film, Le Moineau Rouge, ce n'est pas un film de très haute qualité, mais il parle d'une espionne russe séductrice. Elle aurait séduit les politiciens, a suivi une formation quelque part dans une base d'entraînement près de Kazan. Mais l'essentiel est que cette histoire est purement fictive. Et même l'auteur lui-même en a parlé. C'est un livre en 3 volumes. Le livre a été adapté en film, et quand j'ai été arrêtée, en première page du New York Times, ils indiquaient que le vrai moineau rouge avait été attrapé et que c'était moi. J'étais moi-même sous le choc. Parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà obtenu mon diplôme, une maîtrise en relations internationales à l'Université américaine de Washington. C'était déjà ma 3e formation et j'étais sur le point d'obtenir mon statut de docteur en sciences. Le fait même qui m'a été reproché et la recevabilité de telles accusations étaient de grandes insultes pour moi et pour ma famille. Je viens d'une famille d'enseignants, j'ai beaucoup d'amis parmi les enseignants. Depuis des générations, dans ma famille, il y a des professeurs et lorsqu'on déverse une telle quantité de saleté sur toi, c'est très désagréable pour moi en tant que femme. Et cela a sali la réputation de ma famille. J'ai d'ailleurs demandé au FBI pourquoi je devais subir tout cela. Quand j'étais en interrogatoire et pendant près de 6 mois, j'ai été interrogée et ils n'ont rien répondu. Je leur ai demandé, je suis professeur, j'enseigne aujourd'hui à l'École supérieure d'économie comme professeur agrégé. Je leur ai demandé comment j'allais pouvoir continuer à communiquer et à travailler avec mes étudiants parce qu'une personne sur 2 me demandait avec combien de sénateurs j'avais couché. Et pourtant, ils ne pouvaient pas en nommer un.
car il n'y en avait aucun en réalité. Mais néanmoins, en tant que femme, j'ai été très profondément insultée. И когда на тебя выливают такое количество грязи, мне просто как женщине, я спрашивала их, я учитель, я сегодня преподаю в высшей школе экономики, я доцент, я спрашивала их, как же я буду общаться со студентами, ведь каждый второй будет меня спрашивать. Avant de revenir sur vos conditions de détention, vous êtes connue aussi en Russie pour être une amoureuse des armes, une élue qui fait la promotion des armes. D'où est-ce que vous vient cette passion? Habituellement, on me pose une autre question. Est-ce que vous êtes un bon tireur? Ce que je réponds est que personne ne s'est encore plaint. Mais pour parler plus sérieusement, oui, je suis accro au tir depuis mon enfance. J'avais 10 ans quand mon père, qui est chasseur, m'a emmené pour la première fois au champ de tir et m'a montré comment tirer avec un fusil à canon long. J'ai été propriétaire d'armes pendant de nombreuses années, j'ai été engagée dans l'APS, qui est une association de tir, j'ai même reçu des prix lors de compétitions. J'aime vraiment tirer avec un pistolet, j'ai quelques-uns de mes préférés par exemple, c'est un CHZ-75. Un pistolet tchèque, je dois dire qu'il est parfait pour le tir sportif. Et oui, en effet, ma fascination pour le tir m'a amenée aux États-Unis parce que j'ai rencontré les militants de la NRA lors d'un congrès organisé par notre association, le droit aux armes, lors duquel nous avions mis à disposition des stands de tir. Notre association est publique et dédiée aux amateurs d'armes à feu. Donc je les ai invités à mon congrès, c'était 2 représentants de la NRA et ils m'ont invité aux États-Unis. Bien sûr, je voulais voir le shot show. Un salon professionnel, qui ne voudrait pas voir le shot show? C'était la plus grande exposition d'armes. J'étais au salon des fabricants d'armes à Nuremberg. J'ai fait le tour du monde en rencontrant plus de 15 associations différentes de propriétaires d'armes. J'ai tiré en Floride, en Estonie. Bien sûr, à l'époque, d'énormes champs de tir se trouvaient en Ukraine et ils avaient leurs propres associations de propriétaires d'armes, tout comme en Russie. J'ai été à Taïwan pour une conférence sur les armes à feu, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. Mais bien sûr, ma fascination pour le tir est liée aux États-Unis, parce que nous avons considéré la NRA comme la plus grande association liée aux propriétaires d'armes à feu, et nous voulions en prendre exemple. La seule différence, c'est que notre association est davantage pour des amateurs de tir. Elle existe toujours, notre association, mais elle est plus orientée pour une passion passe-temps, pour que les familles puissent aller pique-niquer et pratiquer le tir ensemble. Nous avions souvent des enfants avec nous, parce qu'on considère ça comme un loisir en famille. Mais chez les Américains, cela s'est avéré être une activité beaucoup plus politique. C'est ce que j'ai malheureusement appris qu'après mon expérience amère. Vous avez passé, vous avez donc été arrêté par le FBI, vous avez passé 9 mois dans une prison aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos conditions de détention? Pour être exact, 15 mois et 10 jours, 467 jours, 117 jours que j'ai passé en cellule disciplinaire. C'était difficile, mais heureusement, tout est derrière moi. J'ai écrit un livre, chaque jour, enfin presque chaque jour. Je tenais des notes sur ce qui se passait autour de moi. Les 4 premiers mois, j'étais en cellule d'isolement, alors j'ai vécu complètement seule avec moi-même. C'était probablement le moment le plus difficile de ma vie. En tout cas, j'ai été dans 6 prisons différentes. Je sais ce que c'est qu'un transfert de prisonniers avec des voitures, des avions. Je sais à quel point les menottes font mal aux mains et la sensation quand le sang coule parce que vous avez les jambes blessées avec des chaînes. Je sais ce que c'est que de ne pas dormir pendant 1 mois parce que je n'ai pas été autorisée à dormir. Je sais ce que c'est de demander de l'eau quand on ne te donne pas à boire. Renseignez-vous sur les conditions de détention, ce que les Américains décrivent eux-mêmes. Là où les hommes et les femmes sont détenus ensemble, là où il n'y a pas d'oreiller ni de couverture, là où les gens crient sans cesse et se frappent la tête contre les murs. J'ai été très surprise parce que l'Amérique se revendique toujours en faveur des droits des femmes, mais pour une raison quelconque, les femmes ne reçoivent même pas de sous-vêtements en prison. En prison, il y a du sang sur les murs. Ce ne sont clairement pas les droits de l'homme dont on nous parle dans les médias. Comme beaucoup d'autres, quand je suis allée étudier en Amérique, j'ai cru que les droits de l'homme y étaient respectés. Et j'ai été complètement choquée quand j'ai découvert que cela n'était pas le cas et que c'était comme ça qu'on traite les gens en prison en Amérique. Après mon retour, j'ai partiellement réussi à me rétablir, mais il y a des choses que j'ai vues et que je ne pourrai jamais oublier de ma mémoire. Je vais beaucoup mieux maintenant et heureusement mes parents vont mieux aussi.
Le film, basé sur mon livre « Le journal de la prison », sortira très bientôt au cinéma. Il y a une pièce de théâtre, mais je ne joue ni dans le film ni dans la pièce. Tout de même, pour beaucoup de gens, pour de nombreux réalisateurs, cela s'est avéré être une histoire très importante sur la force de l'esprit russe. Bien sûr, je ne crois pas être un héros. Certes, il m'est arrivé des situations très compliquées, et je les ai gérées du mieux que je pouvais. Je suppose qu'une autre personne qui aurait été à ma place aurait peut-être fait autrement. Mais j'ai choisi de protéger mon pays, j'ai choisi de ne pas trahir ma patrie, et j'ai choisi d'être la seule coupable et d'accepter tout le blâme sur moi-même. J'ai purgé la totalité de ma peine en prison. Et finalement, on m'a interdit pour toujours d'entrer aux États-Unis, comme si j'étais une menace pour la sécurité nationale. Ils m'ont condamné à 10 ans d'interdiction d'entrer aux États-Unis, mais pour moi, il est évident que toutes leurs promesses ne valent rien, et que je suis interdite à vie de séjour aux États-Unis. Par conséquent, je ne suis pas une fan de Trump. J'étais en prison lorsqu'il était président et pour moi, il était très surprenant qu'aucun membre de son administration n'ait fait de commentaire sur le fait qu'aucune trace d'argent n'avait été retrouvée dans mon affaire et qu'aucun membre de l'administration du président russe Poutine n'avait envoyé d'argent ni à travers moi, ni via l'aide d'une autre personne. Bien après, il y a eu 2 rapports. Le rapport de Doram, le rapport de Mueller, sans une seule ligne écrite sur moi. Pourquoi alors étais-je en prison? Pour de l'argent qui n'a jamais existé? Pas une seule ligne sur l'espionnage, pas une seule photo où j'ai prétendument séduit sénateur. Alors quelle est ma faute? Cela légitimait-il le fait de me garder dans les mêmes conditions que les terroristes du 11 septembre? La prison du nord de la Virginie s'appelle Northern Neck. Il y a un compartiment spécial qui s'appelle l'aquarium, là où il y a des murs de verre, c'est-à-dire que vous ne voyez pas ceux qui sont derrière le mur, mais eux vous voient. Et qu'est-ce que c'est pour une femme d'être dans un tel aquarium et de prendre une douche en public? Ce n'est probablement pas très correct, mais ça n'intéresse personne. Vous serez probablement d'accord avec moi que je ne ressemble pas à un terroriste des montagnes avec une barbe. Je n'ai même pas une barbe comme la vôtre. Et pourquoi ai-je été une menace si terrible que j'ai dû rester dans une cellule disciplinaire pendant 4 mois? Ce n'est probablement pas très normal, sans culpabilité prouvée, vraiment, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi, mais je pense que c'était pour le fait que je suis russe et pour la nécessité de créer un grand scandale. Et ils ont réussi. Évidemment, je conseille fortement de lire mon livre ou au moins de voir le film quand il sortira. Pas pour que mon nom soit connu, mais pour ne pas commettre les mêmes erreurs que moi. Quand je donne des interviews, des conférences publiques dans les universités, je ne dis pas que je n'ai rien à étudier en Amérique. Je suppose que je devrais le faire même. C'est juste que ce n'est pas le bon moment. Et s'il vous plaît, dites à vos enfants d'être prudents. Il s'avère qu'on peut s'attendre à n'importe quoi des Américains. Vous avez décrit des conditions de détention particulièrement dures. Est-ce que vous considérez que vous avez fait l'objet d'un régime spécial? Il y avait un traitement spécial pour moi, il s'appelait For Highly Profile Case, c'est-à-dire que j'étais considérée comme un cas particulier et que je devais être soumise à des conditions terribles. Par ailleurs, Paul Manafort était dans des conditions similaires aux miennes. Paul Manafort était avec moi dans la première prison où j'étais à Alexandrie en Virginie. Il était dans les mêmes conditions que moi, mais dans la section masculine. Après, il y a eu une grosse différence entre nous. Lui était bourré de substances psychotropes, et par contre, moi, ils ne l'ont pas fait. Il y avait des filles qui lui apportaient des draps de rechange, mais pas pour moi, alors que je leur en demandais souvent. Comment allait-il, je ne sais pas. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais j'étais juste humainement désolée pour cette personne et rien de plus. Mais oui, j'avais un régime spécial, et quand j'ai demandé pourquoi j'étais une fois de plus envoyée dans une cellule disciplinaire, on m'a dit que c'était pour que je ne sois pas tuée par le KGB. Mais le KGB est déjà parti depuis longtemps, mais peu importe. Et surtout, aucun KGB, FSB, personne n'allait me tuer. Je n'ai rien à voir avec eux. Mais peu importe, et surtout aucun KGB, FSB, personne n'allait me tuer. Je n'ai rien à voir avec eux. Mais pourquoi était-ce nécessaire de me garder dans un sous-sol glacé à 15 degrés et de me priver des choses les plus élémentaires, comme par exemple, je ne sais pas, le sommeil, en mettant des sons forts, et dans la cellule au-dessous de moi, une femme hurlait constamment pour une raison inconnue. Je ne comprends pas ce que c'était et je ne le sais toujours pas. Qu'est-ce qui était le plus dur en prison? Qu'est-ce qui était le plus difficile à vivre?
La solitude. Je suis une personne très sociable. Il est très important pour moi qu'il y ait des gens autour de moi. Je viens d'une famille d'enseignants, j'ai toujours voulu être enseignante. Il est très important pour moi d'être entourée et j'ai eu l'habitude d'avoir des enfants qui jouent autour de moi. Le plus dur, quand tu es dans une cellule disciplinaire depuis plus de 100 jours, tu perds quelque chose dans ton humanité. Et aujourd'hui, j'ai encore du mal à retrouver le contact humain. J'avais l'habitude d'être une personne très chaleureuse, très friande de câlins, et maintenant je suis très fatiguée, moins sociable. Je dois parfois m'enfermer dans la maison toute seule parce que j'ai du mal à me réhabituer à la société, alors que ce n'était pas du tout le cas auparavant. Ce confinement solitaire forcé, ou solide reconfinement, selon les normes de l'ONU, est considéré comme une véritable torture, car le corps humain ne se rétablit jamais vraiment. Vous savez, même la Bible dit que l'homme n'est pas fait pour être seul. Donc probablement, c'était le plus dur pour moi. Ensuite, si je devais choisir à la seconde place, bien qu'il soit difficile de choisir entre ce qui est pire, c'est le froid, parce qu'il faisait toujours 15 degrés. Il y avait une seule couverture et seulement un t-shirt. Et j'ai donc constamment fait du sport, n'importe quel exercice physique. Il n'y avait même pas d'eau potable pour moi. Il n'y a que des toilettes froides et une chambre sans lit, seulement une saillie de béton où dormir. Et tout cela pendant 4 mois. Par conséquent, le froid était très difficile. Je ne parviendrai probablement jamais à retrouver la santé jusqu'à la fin de ma vie, précisément parce que je me suis gelé le corps entier jusqu'aux parties intimes. Mais je pense que l'Amérique ne va pas assumer ce qu'ils m'ont fait. Et je ne veux rien leur demander. Je suis très heureuse que mon pays ait réussi à me faire retourner chez moi. Et aujourd'hui, je suis avec ma famille à la maison, c'est le plus important pour moi. Alors, aux États-Unis, il y a des milliers de Russes qui vivent. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, ils vous ont choisi, vous, et pas un autre? Malheureusement, il s'est avéré que ce n'était pas seulement moi qui ai été choisi. J'ai été le premier cas, mais nous savons maintenant que d'autres personnes ont été impliquées. Mais heureusement pour eux, ils ont été plus intelligents que moi. Beaucoup d'entre eux ont lu mon livre et ont réussi à s'enfuir. La France, c'est votre patrie. La mienne, c'est la Russie. Et quel que soit le pays où je suis, quel que soit le pays où je vis, pour moi, la Russie est et sera toujours ma patrie. Je ne peux pas et je ne veux pas changer cela. Je suis sûre que vous ne voulez pas non plus changer le fait que vous soyez français. Où que vous soyez, vous gardez votre identité, vous la transmettez à vos enfants. Et je trouve ça parfaitement normal. Les Français ont de quoi être fiers, les Russes ont de quoi être fiers. Nous avons beaucoup de partage. Nous avons de quoi être fiers, mais les Américains veulent vraiment que les gens abandonnent leurs racines, leur histoire et deviennent américains. Que sont les Américains? Il n'y a pas de nation américaine, mais ils essayent de te faire abdiquer et de maudire publiquement le pays d'où tu viens, tes origines. Peu importe que ce soit la Russie, la France, l'Allemagne, l'Italie, ils essayent de faire un soldat universel, un homme universel. Mais les gens ne sont pas universels. Nous avons tous notre propre famille, petite patrie, grande patrie. Par conséquent, ceux qui n'ont pas accepté de prêter serment aux États-Unis, ces gens sont maintenant persécutés. Est-ce que vous pouvez nous raconter les conditions de votre libération et comment vous avez réussi à revenir en Russie? Contrairement aux gens qui faisaient du renseignement dans les pays étrangers, je ne l'ai pas fait. C'est pourquoi ce n'était pas un échange. J'ai été en prison du premier au dernier jour. Et j'ai été expulsée des États-Unis dans un avion ordinaire. Mon pays était inquiet pour moi. Le ministère des Affaires étrangères s'est battu pour moi. Vladimir Poutine est intervenu pour moi à plusieurs reprises. Pas comme un agent secret, mais comme une innocente qui a été utilisée comme un pion dans un grand jeu d'échecs. Je suis sûre que c'est grâce à la pression des autorités et aux prières de mon peuple, les Russes, que j'ai pu être libérée. Mais comme on dit chez les Russes, j'ai bu jusqu'à la lie. Il y a aussi des étrangers qui sont emprisonnés en Russie. Est-ce que vous pensez qu'ils bénéficient de meilleures conditions de détention que ce que vous avez bénéficié, ce qui vous a été imposé aux États-Unis? Je pense que je ne peux pas comparer les prisonniers en Russie et aux États-Unis. Parce que voir la prison de l'extérieur en tant que visiteur et la voir de l'intérieur en tant que prisonnier, c'est deux choses très différentes. Dieu merci, je n'ai jamais été en prison en Russie. J'étais l'une de ces personnes qui ont voté pour la protection du Donbass.
parce que les gens ont subi des nettoyages ethniques, parce que les gens ont été tués juste parce qu'ils étaient russes et parlaient russe. Aujourd'hui, je m'occupe de ces gens qui déménagent des pays occidentaux, ce sont nos compatriotes, nos Russes.